Vous voyez en particulier que la notion de convexité pour les équations d'Hamilton-Jacobi, lorsque vous prenez par exemple Q égale à 2, vous êtes en train de manipuler, grâce à la formule de l'axe Oleinik, quelque chose qui est une infime variante de la distance au carré, à savoir la distance euclidienne. Donc l'information dans l'équation ou l'information sur la distance sont les mêmes. D'ailleurs, au passage, vous avez dit cette caractérisation des distances variationnelles sur Rn. Cette caractérisation des distances variationnelles, quand je m'étais amusé à faire ça, je ne crois pas l'avoir écrit nulle part. Peut-être si, j'en sais rien. En fait, je définis un semi-groupe de Hamilton-Jacobi associé à une certaine distance, et la propriété de cohérence vous donne la propriété de semi-groupe, donc il y a un générateur, et donc il y a un Lagrangien. Ça se démontre en 10 lignes. Donc, en fait, il suffit d'avoir la propriété de point intermédiaire. Ce n'est même pas de concaténation, c'est juste de point intermédiaire. Donc, maintenant, ça me revient. Je me souviens de ce que j'avais fait il y a longtemps. Si vous prenez 2 points, et c'est de dire que si vous vous donnez une proportion θ, x0, x1, mais ce n'est pas inintéressant et pas déconnecté de ce que je fais. Comme j'improvise, comme vous le savez, totalement ce cours, c'est normal qu'on parte un peu dans des directions variées. Donc, une distance avec point intermédiaire, c'est simplement de dire que, quel que soit θ, il existe un point z, je n'ai même pas besoin de dire qu'il y a une courbe, il existe un point z, tel que distance de x0 à z soit θ d de x0 à x1, et tel que d de z et de x1 soit 1 moins θ de d de x0 à x1. OK ? Qui est une propriété encore, mais qui d'une certaine manière est bien de dire que les deux morceaux sont optimaux. Mais enfin, s'il y avait des courbes, les deux morceaux seraient optimaux, les deux sous-morceaux seraient optimaux. Eh bien, ça vous assure que la distance est variationnelle, et la raison, c'est que vous prenez par exemple cette formule dans le cas Q égale à 1, et cette propriété de point intermédiaire vous donne la propriété de semi-groupe. Ensuite, s'il y a propriété de semi-groupe, il y a un générateur, et ce générateur, c'est le Hamiltonien qui définit le problème variationnel. Voilà, comme ça, je ne vous ai pas laissé, complètement dans l'ombre cette question-là. Donc, des équations sur l'espace de probabilité dans RD. Si j'en reviens à cette sombre histoire d'équations d'Hamilton-Jacobi et que je regarde maintenant par exemple le cas P égale 2 ou le cas P égale P égale 2, mais je vais surtout parler du cas P égale 2 et du cas P égale à 1, justement pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Bon, eh bien, si je regarde maintenant cette équation dans RD puissance n, avec une fonction phi0 convexe, avec une fonction phi0 qui est symétrique, au sens où elle donne la même valeur pour chaque élément de la classe d'équivalence. Eh bien, vous vous attendez à ce que, et ça se démontre, à ce que quand n tend vers l'infini, vous résolviez phi de Tm, qui va être la minimisation de phi0 de m plus 1 sur 2t. Avant, vous aviez la distance euclidienne associée, à xi moins yi. Et là, qu'est-ce qu'il va sortir? Donc, j'ai simplement dit, les xi, c'est un m. Donc, je m'attends à avoir une fonction qui dépend de m. Je m'attends, les y, ça devient une autre mesure m'. Et c'est quoi le machin
qui remplace la distance euclidienne. Bien, le machin qui remplace la distance euclidienne, c'est la distance de Wasserstein au carré entre m et m'. Alors ça, et c'est pratiquement ce que je vais vous raconter, est une... Donc, Monge, Kantorowicz, Wasserstein, enfin bon, on va dire Wasserstein par commodité, peu importe. Cette distance, avant même de la définir, d'où ça vient, cette formule, donc distance de Wasserstein, et dans le cas, pardonnez-moi, P égale à 1, dans le cas P égale à 1, vous avez la même formule avec, ça veut dire P égale à 1, c'est Q égale l'infini, Q égale l'infini, c'est phi 0 de M', et vous minimisez par rapport à... Donc ça, je vais mettre 2 pour dire que c'est la distance 2 de Wasserstein. Et là, c'est la distance 1 de Monge-Kantorowicz-Wasserstein, D1 de M' inférieur ou égal à T. Alors, de quoi ça vient, ça, hein? J'essaie de... Ce sont des choses que j'ai déjà abordées dans des cours il y a de nombreuses années, mais je vois pas mal de jeunes visages qui, évidemment, n'ont pas suivi ce cours, et je doute qu'ils aient passé leur nuit à regarder les bandes vidéo de ces cours qui sont toujours téléchargeables, à moins, comme je le dis toujours, d'avoir de graves problèmes d'insomnie, ce qui, normalement, à leur âge, n'est pas le cas. Bien, donc, de façon, je ne vais pas refaire des démonstrations, je ne vais pas refaire tous ces cours-là, peut-être essayer de présenter ça de manière un peu plus rapide et compréhensible. Donc on a la densité empirique, je reviens à la formule, entre guillemets, la formule dans RD puissance n, la formule de l'axe-Oleinik, et au lieu de mettre phi 0 de y, je traduis ça en phi 0 sur l'espace des mesures, agissant sur la mesure empirique associée à y. C'est l'identification de y et de la mesure empirique. J'appelle toujours ça phi 0, mais en fait, ce n'est plus la même fonction. Je suis passé d'une fonction symétrique sur RD puissance n à une fonction sur l'espace des mesures. Et je suppose que celle-ci se stabilise quand n tend vers l'infini, donc c'est toujours la même. Donc 1 de phi 0 de mn de y, plus 1 sur 2t de la norme euclidienne de x moins y au carré. Et je minimise, donc il vaut mieux mettre des grands x et des grands y. Bon, alors il y a un scaling sur lequel j'ai passé sur silence. Il y a un scaling dans l'équation qui fait qu'il y a 1 sur 2t à la puissance n. De quoi ça vient? C'est simplement que vous êtes en train de sommer n carrés, et si chacun des carrés est d'ordre 1, c'est quelque chose qui est d'ordre n, et donc ça va exploser si vous n'êtes pas en train de le renormaliser. Bien. Donc il y a devant le gradient phi carré, en fait, un facteur qui est le facteur n dans l'équation d'Hamilton-Jacobi que l'on regarde. Donc il y a un certain scaling, comme on dit en bon français, dans l'équation d'Hamilton-Jacobi qui conduit à cette formule. Et c'est dans le cadre de ce scaling que l'on récupère ces équations-là. Bon, je ne peux pas tout refaire. Donc ici, on minimise sur tous les y. Vous voyez que dans cette minimisation, dans la minimisation qui est ici, cet objet-là, il est par nature indépendant des permutations sur y. En revanche, ceci n'est pas invariant par les permutations en y. Donc, a priori, je peux décomposer ceci en minimisant par rapport à y et en rentrant toutes les permutations, donc je vais appeler Sn le groupe des permutations, phi 0 de mn de y, plus 1 sur 2t, ça j'y touche pas, et là je mets la norme euclidienne de x moins y sigma au carré, où y sigma, de manière très naturelle, c'est le vecteur dans RD puissance n, dont chacun des blocs
correspond à l'étiquetage par la permutation sigma des blocs initiaux de Y. Donc au lieu d'avoir Y1, Y2, Yn, vous avez Y de sigma 1, Y de sigma 2, etc., Y de sigma n. Bien entendu, cet inf ne va porter que là-dessus, puisque ça ne dépend pas de la permutation. Et donc, vous êtes naturellement amené à regarder ce qui n'est rien d'autre qu'une distance euclidienne sur l'espace quotient. Sigma appartient à Sn, enfin, c'est la distance sur l'espace quotient induite par la distance euclidienne sur la distance euclidienne sur Rd puissance n, à savoir inf sur t de x moins y sigma au carré. Vous voyez que vous avez cette propriété qui apparaît. Il y a un 1 sur n pour que les choses soient tout à fait correctes. Et ça, c'est exactement égal à la distance dite de Wasserstein entre les mesures empiriques Mnx et Mny. En d'autres termes, l'identification qui est faite entre cet espace quotient et ces mesures empiriques est une identification isométrique, au sens de la distance de Wasserstein. C'est la manière dont on peut définir la distance de transport entre deux n-uplés de points, étant donné qu'on a des masses élémentaires 1 sur n en chacun de ces n-uplés. Eh bien, on les réarrange de façon à minimiser la distance du trajet complet. Chacun des xi, il faut qu'il aille en un des yki. Eh bien, on a envie de choisir le plus proche, mais il y a cette contrainte que chacun doit aller vers tous, enfin, et tous les remplir. Et donc, on les réarrange de façon à trouver la meilleure combinaison possible. C'est exactement cette distance de transport optimale. Donc, lorsqu'on en est là, bien, vous voyez que maintenant, la formule de l'axe oléinique, dans le cas où on a une fonction symétrique, est en fait une formule de type transport optimal, enfin, de type faisant assez naturellement apparaître la distance 1 sur 2t de la distance 2 dite de Wasserstein, de Mnx, Mny. Et c'est l'inf sur tous les y. Donc ça, c'est une identité dans ce cas-là. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi le passage à la limite fonctionne. Eh bien, cette formule, ça va vers phi de Tm. Mnx, c'est mon m. Et les Mny, c'est une mesure empirique quelconque. Et on sait bien qu'on peut approcher n'importe quelle mesure par une mesure empirique de ce style-là. Et donc, à la limite, ce que l'on a, c'est toutes les mesures possibles sur l'espace de probabilité dans RD. Donc, qu'apprenons-nous? Nous apprenons que la distance euclidienne sur l'espace quotient, converge vers, est identique d'une certaine manière à la distance de Wasserstein, et que l'équation de Hamilton-Jacobi, ou la formule de semi-groupe d'équation d'Hamilton-Jacobi, eh bien, elle tend vers une formule de type l'axe oléinique avec la distance de Wasserstein. Et ça, fondamentalement, on a envie, et ce n'est pas rien qu'une envie, on a envie de dire que ça, cette formule, correspond à une équation d'Hamilton-Jacobi de type optique géométrique. Sur l'espace de probabilité, on aurait envie de dire qu'on est en train de résoudre une sorte d'équation comme ceci sur phi. Très tentant d'écrire quelque chose comme ceci. Il se trouve
que tout ceci s'explique, se justifie, se comprend aisément grâce à ce que je viens d'indiquer et ce que j'ai indiqué auparavant. Mais je veux surtout insister sur une... et puis je vais parler des distances de Wasserstein dans un instant, je veux insister sur le fait que pour la distance 2, eh bien, pour l'équation d'Hamilton-Jacobi avec la puissance 2, vous récupérez la distance 2. Pour l'équation d'Hamilton-Jacobi avec la puissance 1, vous récupérez la distance 1. Pour l'équation d'Hamilton-Jacobi avec la puissance P, vous allez retrouver Wasserstein à la puissance P. Okay. Pour un Hamiltonien plus général, vous allez récupérer des distances de transport sur l'espace de proba qui sont associées à cet Hamiltonien. Et la difficulté, c'est que, j'anticipe, mais que les géodésiques pour toutes ces distances sont différentes. Ah, alors ça peut paraître paradoxal parce qu'elles ont toutes été basées sur la distance euclidienne. OK ? Toutes, on n'a pris que la distance euclidienne de xi moins y sigma i. C'est la distance euclidienne. Dans la distance euclidienne, dès qu'on a une norme, elle a toujours la droite. Oui, mais il y a l'espace quotient. Donc on réarrange et après on trace des segments de droite entre le réarrangement. Mais il n'y a rien qui vous dit que c'est le même arrangement suivant les puissances de P, c'est le même réarrangement des coordonnées qui optimise. Et en fait, ça dépend de l'hamiltonien. Donc, attention, la distance euclidienne, une seule notion de géodésique, vous prenez l'espace quotient et déjà là, chacune des géodésiques, chaque choix des distances conduit à des géodésiques différentes. On va voir ça très très clairement. Donc, il est important maintenant de définir géodésique ou caractéristique ici. On ne se déplace pas de la même manière pour aller de M à M'. Bon. On va revoir ça dans un instant. Ce sera très frappant lorsque j'aurai fait 2-3 petits rappels sur les distances de Wasserstein, mais vraiment minimaliste. Alors, effectivement, il est grand temps de définir la distance de Wasserstein. D2 de M à M' au carré. Je vais le définir pour D2, étant entendu qu'avec un minimum d'imagination, on définit ça pour la puissance P quelconque. Attention toujours à prendre la puissance conjuguée. D2 de M', eh bien, une définition possible, c'est de dire que c'est l'inf de l'intégrale de x moins y au carré, dpi de xy, où pi est maintenant une probabilité sur Rd croix Rd, dont les marginales sont, c'est-à-dire l'intégrale de dpi de point, dpi de i, pi de x et de x', je vais écrire des choses comme ça, c'est jamais très, très agréable, égale m de x, et l'intégrale de pi de x et de x' dx égale m' de x'. Bien. Et dans le cas où vous avez des mesures empiriques, le bon pi à faire, c'est simplement d'associer, c'est des masses de Dirac dans lesquelles on associe en I à sigma de I. Donc c'est la masse de Dirac en xi, y de sigma de I. Et puis il y a 1 sur n. Bien. Donc ceci est la définition de la distance de Wasserstein. On a, modulo des hypothèses, une bonne notion de caractéristique qui va de M, de géodésique qui va de M à M'. Donc on sait définir le segment géodésique M'. Ça c'est le segment géodésique.
Donc, je ne sais pas comment indiquer que ce segment géodésique, je peux mettre un 2 en indice pour bien rappeler que c'est le segment géodésique, la géodésique, c'est-à-dire qui permet d'aller de M à M'. Je vais expliciter cette notion de segment géodésique, mais dès qu'on a une distance, on peut se poser la question de géodésique, et on a une bonne géodésique, entre guillemets. Ça, c'est pour 2. Pour la distance 1, pour P égale à 1, donc c'est des choses totalement classiques, et je crois que ça, c'est une observation qui remonte à Kantorowicz. Kantorowicz observe que la distance de M1 à M', c'est une norme. OK, donc c'est la norme duale de l'espace des fonctions de Lipschitz. Bon, d'expliciter cette norme, je n'ai vraiment pas le temps d'aller trop loin dans ces histoires de transport optimal. Il y a de toute façon un grand nombre de références sur le sujet. Ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est une norme et que l'espace des probabilités, c'est un morceau de l'espace linéaire, vectoriel, c'est comme ça qu'on appelle les choses, de l'espace vectoriel des mesures bornées. Dès qu'on a une norme, la géodésique, c'est le segment de droite dans un espace vectoriel normé. Donc la géodésique là, c'est la géodésique linéaire. La géodésique, c'est la droite, MM', dans l'espace des mesures, dans l'espace des mesures bornées. Hein. Et il se trouve que ce segment, bien entendu, sinon ça ne serait pas la géodésique, reste toujours sur la partie qui est constituée par les mesures de probabilité. Parce que si je fais une moyenne convexe, si je prends Tm0 plus, enfin 1 moins Tm0 plus Tm1, la masse totale vaut toujours 1 et c'est toujours positif ou nul. Bon. Donc le fait que je prenne une partie et que dans l'espace tout entier, on sait que la géodésique c'est la ligne droite et que ça reste bien la géodésique dans la partie pour la distance, c'est automatique parce qu'on reste sur cette partie. Et donc ça montre, plutôt que de faire des crowbars avec n points, calculer des distances, ça montre clairement que les géodésiques sont complètement différentes. On a une géodésique courbe sur laquelle je reviendrai dans quelques instants, entre guillemets courbe, ça dépend par rapport à quel point de vue on a, pour la distance 2, une autre géodésique pour la distance 1, et pour chaque hamiltonien, on a des géodésiques différentes. Donc, une infinité, un continuum, puisqu'il y en a autant que d'hamiltoniennes, un continuum de distance variationnelle sur l'espace des probabilités, qui engendre à chaque coup une notion de géodésique différente. Et donc une, voire même plusieurs notions de convexité différentes. Puisque dès que j'ai une notion de géodésique, j'ai une notion de segment et une notion de convexité. Bon. Alors je vais encore rajouter un élément pour introduire d'autres notions de convexité et pour expliciter ces géodésiques. C'est le point de vue que je préconise toujours, qui est le plongement, le point de vue le plongement dans donc là, je suis dans ce que je devrais qualifier la deuxième partie, c'est convexité sur l'espace des probabilités de RD. Et donc, ce que j'ai simplement dit, c'est qu'on a des notions de distance, on a des notions
qui sont naturelles, qui sont aussi naturellement associées à un certain nombre d'équations aux dérivées partielles, qui sont des équations qui maintenant sont posées sur l'espace des probabilités sur RD, et qu'on a des notions de convexité. Alors la notion de convexité là-dessus, c'est qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? C'est qu'on a des équations dérivées partielles, et puis les questions assez naturelles que l'on va se poser, c'est de se dire, bon, mais si je démarre avec un phi 0 qui est convexe, est-ce que je garde la convexité? Et est-ce que la régularité se propage? Bon, si ça se passe bien, comme ça s'est passé dans Rn, on a envie de dire que, oui, si la distance est convexe par rapport à cette distance, si phi 0 est convexe par rapport à cette distance, ça va être convexe, donc on devrait avoir un seul point de minimum, donc on devrait garder l'unicité, donc on devrait garder la régularité. Okay? Ce qui est un peu gênant, c'est que si je change d'équation, c'est plus la même notion de convexité. Et puis, il y a beaucoup plus grave, mais on y viendra par la suite. Auparavant, et je n'ai pas encore défini proprement les notions de convexité, mais j'en viens, c'est le point de vue des mesures des variables aléatoires. Aléatoire. Donc ce point de vue est relativement simple, c'est aussi une manière de partir de x1, xn, et de dire qu'au fond, je peux regarder cette mesure empirique, ou regarder toutes les variables aléatoires dont la loi sont cette mesure empirique. C'est-à-dire les variables aléatoires qui valent xi avec une probabilité 1 sur n. Donc, j'ai Rd puissance n par la relation d'équivalence, qui est la même chose qu'une partie qui est l'espace des mesures empiriques dans les probabilités, et je prétends que c'est aussi la même chose que de prendre les variables aléatoires dont les lois sont les MNX. Les MNX génèrent toutes les mesures de probabilité, et bien les variables aléatoires vont générer toutes les variables aléatoires de toutes les lois possibles. D'une certaine manière, dans Rd puissance n, lorsque j'ai en tête l'espace conscient, il y a de la redondance parce que des tas de points, ceux que l'on permute, correspondent au même objet. Et lorsque je prends le point de vue variable aléatoire, il y a aussi la même redondance, puisque toutes les variables aléatoires qui ont la même loi sont fondamentalement le même objet. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si j'ai une fonction sur M, sur l'espace des mesures de probabilité, je veux faire de l'analyse sur l'espace des mesures de probabilité, analyse au sens équation aux dérivées partielles, eh bien, ou autre d'ailleurs, phi de M, eh bien, je peux également regarder ça, et je vais quand même, pour éviter, essayer de changer de notation, je peux regarder ça comme une fonction sur toutes les variables aléatoires, et que si je m'intéresse à ce qu'on appelle P2, c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui ont un second de proba, qui ont un second moment fini, bon, alors ça, c'est vraiment complètement anecdotique. Hein. C'est juste pour fixer les idées. Eh bien, assez naturellement, ici, ce que je vais regarder, c'est toutes les variables aléatoires de carré intégrable. Donc, il s'agit de variables aléatoires sur un espace de probabilité, c'est-à-dire muni d'une tribu d'une probabilité, à valeur dans Rd, puisque j'ai des composantes, par exemple. Je crois que je vous épargnerai dans les suites de cours le cas où maintenant Rd, c'est lui-même l'espace des mesures de probabilité, parce que ça, c'est un cas qui nous intéresse beaucoup pour les jeux à champ moyen, où l'espace d'état n'est plus de dimension finie, mais est lui-même dimension d'infini. C'est-à-dire que donc les MFG sont écrites
sur l'espace. Ça, c'est pour vous donner un peu mal à la tête. C'est sur l'espace des mesures de probabilité sur les mesures de probabilité. D'accord ? Ce qui paraît totalement effrayant. On peut se dire, mais vous êtes fou, sans doute. Mais en fait, il y a une raison. On est tombé là-dessus pour la modélisation, du comportement sur Internet, de tout ce qui est catalogue. Donc, c'est tout Facebook, tout ce qui est catalogue. Vous prenez n'importe quel site avec des catalogues de Netflix à autres. Et donc, chaque utilisateur, eh bien, il est caractérisé par un histogramme sur le catalogue, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a aimé, etc. etc. D'accord ? Une note qu'il peut attribuer à chacun des éléments qu'il a vus. Donc, c'est l'état d'un utilisateur, c'est lui-même une mesure de proba. Et quand vous commencez à avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'objets possibles, ça peut être plus simple de penser ça continu, espace de proba sur les mesures de proba sur les mesures de proba, que de se garder la granularité finie. Quitte à ce qu'ensuite, numériquement, il va falloir revenir à du fini. Mais ce n'est pas forcément exactement le même que celui que vous auriez fait au démarrage. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'au fond, si vous commencez à trouver ça un peu lourd, un peu abstrait, je voulais simplement vous indiquer que ça pourrait être bien pire. Donc, et pas en vous expliquant ce à quoi vous échappez. Donc, enfin, en tout cas, temporairement. Je reste avec des choses de niveau d'abstraction un peu plus raisonnable. On a simplement des variables aléatoires de carré intégrable à valeur dans RD. Et l'identification que l'on fait, comprenons-nous bien, c'est simplement de dire que phi de m, c'est phi de grand X. Et que ceci va être vrai pour tous les x dont la loi est m. Donc c'est comme si l'espace quotient, on a replié modulo la relation d'équivalence, on a replié plein de fois. Pourquoi je dis replié? C'est quoi l'espace quotient lorsque la première coordonnée varie dans 0, 1. La deuxième coordonnée varie de 0, 1. Dire que l'on regarde, qu'on considère l'espace quotient, c'est dire que deux points qui sont symétriques par rapport à la diagonale sont identifiés. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de replier le triangle supérieur sur le triangle inférieur. Lorsque vous en avez 3, ça c'était n égale 2, n égale 3, vous prenez un cube et vous repliez 2 fois. Lorsque vous êtes en dimension n, vous repliez n fois, de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites ces pliages intuitivement? C'est que vous compactifiez l'ensemble. Et effectivement, RD puissance n, si n tend vers l'infini, c'est la dimension infinie, vous perdez la complexité. Avec la relation d'équivalence et tous ces repliements, vous gardez la compacité, c'est la compacité des mesures de proba. Bien, mais vous faites des plis, et ces plis, c'est des singularités. Et il y en a de plus en plus, donc il y a quand même beaucoup de singularités. Elles sont associées à quoi, les plis? Elles sont associées au fait que plusieurs coordonnées sont les mêmes. Ça se passe toujours sur les diagonales. Plusieurs coordonnées sont les mêmes sur les mesures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez des masses de Dirac en certains points. Donc on a sur l'espace des mesures de proba, pour simplifier, une situation où il y a des singularités partout. D'où le fait que dans le transport optimal, on a des distances un peu bizarroïdes et qu'on fait des contorsions plus ou moins abstraites pour dire ce n'est pas vraiment un espace riemannien parce qu'il y a des singularités, l'espace tangent est une saloperie, etc. etc. Et ça, c'est parce qu'on a fait tous ces pliages. Bon, c'est dans la nature des choses. L'avantage, évidemment, de déplier tout ceci, et c'est au fond ce que je suis en train de faire, là, pof, je suis en train de tout déplier. Je perds, bien sûr, la compacité, puisque j'ai maintenant
je suis dans L2 en dimension infinie, et donc il n'y a plus de compacité. Mais en revanche, je récupère une structure euclidienne, enfin, hilbertienne. L2, un mot, c'est qu'il faut être sûr que, quelle que soit la mesure, il y a au moins une variable aléatoire grand X dont la loi soit M. Donc ça demande un petit quelque chose sur l'espace de proba. Pas d'atome, il existe une gaussienne dans cet espace, ça suffit. Bon. Lorsque vous avez une bonne qui est bien strictement positive, définie partout comme une gaussienne, vous pouvez construire toutes les autres. Alors maintenant, je vais reparler des distances de façon à bien définir les notions de convexité. Donc, notion de convexité grâce à ceci. Donc déjà, la première qui est relativement simple, c'est que pour D1, c'est simplement de dire que phi de M est convexe. Et convexe sur l'espace, sur P, vu comme une partie d'un espace vectoriel. Donc c'est convexe sur les segments de droite, c'est en d'autres termes, Tm1 plus 1 moins Tm0. C'est ça ma géodésique. À l'autre bout, il y a la convexité sur l'espace de Hilbert, qui est une notion naturelle. Donc une deuxième notion, c'est de dire que phi est convexe sur L2. D'une certaine manière, ça correspond à dire que, comme j'ai déplié tout le bazar qui était tout replié sur lui-même, comme j'ai tout déplié, ça revient à prendre la notion de convexité dans RD puissance n, au sens des segments, et faire tendre n vers l'infini. Ça, c'est la convexité dans RD. Ça se démontre, ça. Convexité sur RD puissance n, et faire tendre n vers l'infini. Et puis, étant donné une distance sur l'espace de P, sur P, j'ai une convexité géodésique associée à D. Et d'ailleurs, même associée à une famille de courbes, on peut définir plusieurs notions de convexité géodésique. Il y a des notions qui ont été introduites par McCann, par d'autres, des notions qui ont été introduites notamment par Guillaume Carlier, qui a vraiment essayé de réfléchir assez systématiquement à toutes ces notions de convexité pour un peu démêler cet imbroglio. En fait, on peut aller un peu plus loin, comme je vais vous le raconter dans un instant. Pour ce faire, même pour cette distance-là, il va être utile de regarder qu'est-ce que ça veut dire pour ces géodésiques, qu'est-ce que cela veut dire, ou qu'est-ce que ça veut dire ces distances de style Wasserstein, qu'est-ce que ça veut dire sur l'espace des variables aléatoires. Alors ça, c'est connu par les probabilistes et les statisticiens qui ont manipulé ces distances pendant des décennies pour la raison de la formule probabiliste associée à ces distances. En effet, de quoi s'agit-il ? Eh bien, je fais les choses pour D2, vous avez la même formule pour eh bien, il s'agit tout simplement de minimiser l'espérance de x moins y au carré sur tous les x dont la loi est m et sur tous les x', tous les y d'ailleurs, dont la loi est m'. Simple.
Bien. Et puis, ce que l'on sait, c'est que l'optimum, alors là, il y a une toute petite difficulté, c'est sous quelles hypothèses on a ça, ça va dépendre de ce qu'on va demander à la convexité, mais modulo des points techniques sans importance, l'optimum est atteint pour y égale gradient. Donc je vais essayer de changer de notation parce qu'on a des phi déjà, égale gradient psi de x. C'est-à-dire c'est une fonction qui est x mesurable, donc vous sentez bien que si x a des atomes, il peut y avoir un petit peu de soucis, qu'est-ce que ça veut dire, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Et ça, c'est quelqu'un qui est présent, qui a vraiment permis de comprendre des choses comme ceci, à savoir Yann Brenier, parmi beaucoup d'autres sur le transport optimal. Quand je dis parmi beaucoup d'autres, ce n'est pas beaucoup d'autres gens, il a établi beaucoup d'autres choses sur le transport optimal. Donc, y égale gradient psi de x, où psi est convexe. Et la géodésique, et c'est là où je veux en venir, c'est la géodésique n'est rien d'autre que t gradient psi de x plus 1 moins t x. En d'autres termes, c'est un segment de droite dans l'espace des variables aléatoires, et ça c'est vrai pour toutes les distances géodésiques variationnelles dans l'espace de Wasserstein, c'est que si on regarde ça dans l'espace des variables aléatoires, on retombe sur des segments de droite. Simplement, la droite en question, elle dépend de psi, et elle dépend de l'hamiltonien du type de distance que vous regardez. OK ? La notion de convexité sur L2 complète. Une petite remarque, c'est que la convexité au sens large sur L2, donc celle dont on hérite en dépliant tout, a priori, ce sont tous les segments de droite. OK ? Donc, a priori, c'est de regarder ty plus 1 moins tx. Mais comme la fonction ne dépend que de la loi, cette notion de convexité, il suffit de regarder, en tout cas pour les bons x, à nouveau, il ne faut pas qu'il y ait d'atomes et des choses comme ceci, il suffit de regarder des y qui sont x mesurables. Puisque pour me balader de x à y, y, je peux le prendre x mesurable en gardant la loi, et dans ce cas-là, il suffit que j'ai la convexité sur cette droite. J'avance un peu vite. C'est-à-dire un y qui est un grand F de x. Et donc la géodésique ici, c'est t gradient psi de x plus 1 moins t grand x. Alors ça, c'est quoi? C'est en fait, en termes de loi, c'est la mesure image de la loi de x, à savoir m, par l'application t gradient plus 1 moins t fois l'identité. Donc moi, quand j'ai appris la théorie de l'intégration, on parlait de mesure image. On écrivait ça avec une composition. C'était simple. Puis maintenant, il est devenu très à la mode de parler de push forward, de mettre des dièses. Ça fait beaucoup plus sexy. Mais c'est la mesure image, comme on l'apprend dans l'intégration. Hein. Donc là, le snobisme de nous autres mathématiciens est quand même assez incroyable. Bon, alors, donc, ce petit coup de gueule étant passé, c'est pourquoi faire semblant que les choses sont plus compliquées qu'elles ne le sont, avec un nom barbare.
Mesure-image, c'est quand même un truc. Donc, quand je vois un Français qui parle de push-forward de la mesure pour parler de mesure-image, je me demande s'il n'a pas besoin d'une piqûre. Bon, donc, de calmant. Donc, cet effort de simplicité de notre jargon ne me paraît pas totalement inutile. C'est exprès que ce soit enregistré que je me livre régulièrement à ces mini coups de gueule. Donc, quoi qu'il en soit, cette géodésique T gradient psi de x plus 1 moins Tx, et tandis que la convexité ici, c'est simplement Tf de x plus 1 moins T grand X. Bien. Alors, il y a d'autres notions. Les géodésiques généralisées, bon, ça, c'est, je ne veux pas en parler. Mais il y a une notion qui est associée au barycentre. Je ne veux pas en parler, ça c'est une notion introduite par Carlier et ses collaborateurs, Guillaume Carlier. Il y a une autre notion toujours introduite par Carlier qui consiste à dire, vous prenez une mesure de référence M0 que je vais appeler F, mesure de référence. Vous avez maintenant M0, M1. Vous avez le gradient d'une fonction convexe, et là je dois dire psi convexe. Vous avez un gradient phi0 convexe qui fait le transport optimal de f sur M0. Vous avez un gradient convexe de fonction convexe qui fait le transport optimal de f sur M1, gradient phi1. Et comme segment que vous prenez, eh bien, vous prenez, donc notion Carlier, etc., c'est t fois gradient phi1 plus 1 moins t gradient phi0. OK ? Donc, ce n'est pas une ligne droite entre M0 et M1, c'est une ligne droite différente, toujours dans l'espace, dans le sous-espace des fonctions, des variables aléatoires x mesurables, qui va faire la jonction entre les deux transports optimaux, gradient phi0, gradient phi1. Alors, pourquoi ça c'est naturel? C'est parce que si vous avez envie de regarder quelque chose comme la distance de f à m, vous voyez bien que vous avez un m qui naturellement est fixé. D'accord? Et donc, vérifier que c'est convexe en ce sens-là est une trivialité. Bon. Alors, quand on en arrive là, et vous me direz, pourquoi, outre le fait que c'est quand même salement perturbant d'avoir une double infinité de notions de convexité, deux notions plus usuelles, et la question naturelle, c'est est-ce qu'elles se ressemblent, ces notions? Première question. Deuxième question, qui vient peut-être avant, mais c'est pourquoi vous regardez des trucs comme ça? Alors, pourquoi je regarde des trucs comme ça? C'est, je vais parler de convexité, mais dès qu'on a la convexité, on a pour les dérivés des notions de monotonie. Donc, tout ce que je vous dis sur des notions de convexité, ça se traduit en des notions de monotonie. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que ces notions de convexité vont être des notions, ou ces notions de monotonie, vont être des notions qui vont assurer de la régularité pour des équations aux dérivées partielles posées sur l'espace des mesures. Le prototype, c'est les équations de l'optique géométrique de Hamilton-Jacobi. La convexité se propage, si on prend la bonne notion, et elle assure le fait que l'on n'a pas de singularité, ce qui permet de construire des solutions régulières pour des équations aux dérivées partielles non linéaires sur l'espace des mesures. Ça ne fait pas de mal d'avoir ça en stock. Donc la motivation, elle est là. Et en particulier dans la théorie des jeux à champ moyen, on voit apparaître naturellement les notions de monotonie associées à au moins deux notions de convexité
Pour l'unicité, celle-ci, la convexité à plat sur l'espace des mesures. Et puis pour vérifier que les jeux à champ moyen sont bien posés, suivant le fait qu'on ait des bruits communs ou pas de bruits communs, ces deux notions apparaissent. Il y a des raisons. Ces raisons sont cachées derrière les relations que je vais maintenant, avec lesquelles je vais conclure maintenant. Donc, dans les 4 minutes qui restent, je vais vous indiquer les relations qu'il y a entre toutes ces notions, et puis la raison pour laquelle je préfère la notion de convexité sur l'espace des variables aléatoires, tout simplement parce qu'elle ne dépend pas de l'hamiltonien, parce qu'elle permet de parler de dualité. En fait, la notion, Guillaume Carlier avait aussi introduit une notion de dualité sur la convexité géodésique. Et il se trouve que la duale qu'il introduit et qu'on introduit naturellement est en fait convexe au sens des espaces de Hilbert. Donc dès qu'on passe au dual, on remonte à ceci. Alors, le théorème entre guillemets, c'est, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des petites hypothèses c'est que 3 est équivalent à 4, ce qui n'était pas connu. C'est que, bien entendu, 2 entraîne 3 et donc 4. Que 2 est équivalent à 3 et 4, donc si la dimension est égale à 1, et qu'aucune n'est équivalente à quoi que ce soit avec 1. Enfin, je vous dis une bêtise. En fait, elles entraînent toutes 1, mais je ne vais pas insister. Donc, et là, on va comprendre de quoi il s'agit. Vérifier de la convexité, c'est vérifier, on n'a pas besoin de vérifier sur un segment tout entier, parce qu'on peut vérifier la convexité bout par bout. Donc il faut vérifier quelles sont les directions, dans quelle direction on a la convexité. Regardons la direction qui est ici. La direction que vous avez, c'est on part de x et on bouge un peu avec t. On bouge comment? Eh bien, on a comme direction f de x moins x. Comme f est quelconque, c'est un g de x quelconque. Dans le deuxième cas, vous bougez un peu dans la direction gradient psi. Ça, c'est pour la distance 2. Pour les distances, pour un hamiltonien général, c'est une formule plus compliquée que le gradient d'une fonction convexe. C'est en fait, grosso modo, le h' du gradient d'une fonction convexe. Donc, ça ne change rien à ce que je vais vous raconter. Donc, on bouge dans la direction gradient psi moins x. Et en termes de direction, vous pouvez penser comme c'est une direction que vous avez un lambda positif devant quelconque. C'est une direction. Je pars un peu dans cette direction. Donc n'oubliez pas que l'on peut multiplier par n'importe quel coefficient. Dans le dernier cas, on bouge dans la direction gradient phi 1 moins gradient phi 0. Donc là, on a une fonction de x quelconque, convexité dans les espaces de Hilbert. Ici, on a une fonction convexe moins l'identité, éventuellement multipliée par un facteur. Multipliée par un facteur, c'est ce qu'on appelle une fonction qui est semi-convexe, c'est-à-dire la dérivée seconde est minorée. Mais en fait, si on prend de la régularité, n'importe quelle fonction régulière, n'importe quel gradient de fonction régulière peut s'exprimer comme ceci. Vous pouvez toujours retrancher ou ajouter un grand facteur quadratique à la fonction, rendre la fonction convexe, c'est votre psi. Donc, en fait, les directions en question, c'est un gradient h. Les directions en question ici, si on regarde l'espace de Hilbert, ça devient transparent, ces problèmes. Hein, c'est d'ailleurs ce que
n'a pas été fait dans la littérature. Ben, c'est aussi un gradient H quelconque. C'est la différence de deux fonctions convexes, que l'une soit l'identité ou pas, ça ne change rien. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça paraît beaucoup plus compliqué la construction de Guillaume, mais en fait, c'est exactement les mêmes directions que l'on emprunte, et donc les notions de convexité sont équivalentes. En revanche, la notion hilbertienne n'est pas équivalente. Et en fait, la notion hilbertienne entraîne d'une part que la fonction est convexe, au sens D1, donc 2 entraîne 1, et elle demande quelque chose en plus. Et je vais indiquer les différences dans un instant. Voilà ce qui explique pour les relations. En dimension 1, n'importe quelle fonction est le gradient d'une fonction. Donc la dimension 1 est très particulière. Donc voilà pourquoi on a ces relations. En revanche, c'est que quid de l'invariance par translation? Alors qu'est-ce que ça veut dire l'invariance par translation? Ou par le flot de la chaleur? Et je vais conclure avec ceci. C'est translation, vous pouvez dire, j'ai les translations sur M, c'est une translation. Bon, mais on est en dimension infinie, il y a d'autres notions de translation qui sont que je ne veux pas évoquer ici. Et je vais me contenter de faire une remarque qui est assez importante. C'est que si vous maintenant vous prenez le flot de la chaleur, qui est une manière, je devrais, oui, dt, moins 1,5 de Laplacien m égale à 0, qui est une manière de se transporter sur l'espace des mesures de probabilité. La solution, c'est simplement une convolution. Donc m de t, c'est m fois la gaussienne, j'appelle gt la solution fondamentale. La gaussienne, c'est le e puissance moins z2 sur 2t, 2πt à la puissance moins d sur 2. Et donc, la question qui est l'analogue de la propagation de la convexité par l'équation de la chaleur, c'est de se dire si phi est convexe en M, quelle notion entraîne que phi de M étoile gt est encore convexe en M? Alors, pour les équations que j'ai en tête, c'est absolument indispensable. On doit avoir cette propriété-là pour avoir une cohérence de la propagation de la régularité, parce qu'on a cette opération sur l'espace des mesures de probabilité. Et dès qu'on fait de l'analyse des équations sur l'espace des mesures de probabilité, on aura des opérations de ce style-là. Donc, bien entendu, quand vous faites... donc, ça aussi, c'est une notion, entre guillemets, de moyenne, avec des translations, entre guillemets, c'est un peu différent. Et l'observation finale avec laquelle je vais conclure, c'est que c'est une trivialité de dire que ça, c'est OK pour 1 et 2, et que c'est faux pour 3 et 4. 3 qui est équivalent à 4. Sauf si D est égal à 1. Alors, ça explique pourquoi il ne faut surtout pas utiliser les convexités basées sur la distance de Wasserstein lorsqu'on fait des MFG ou des trucs comme ça. Enfin, on peut le faire, on peut toujours faire tout. Ce n'est pas ça le point. Mais on va se heurter à des obstacles conceptuels. Celui-ci en est un. La raison, c'est exactement comme pour ce que j'ai indiqué en tout début de cours, de dire que si je prends une géodésique, je fais la convolution avec la gaussienne, ce que j'obtiens n'est plus une géodésique, sauf en dimension 1. C'est-à-dire géodésique et convolution par la gaussienne ne commutent qu'en dimension 1. Et donc, c'est ce qui explique le fait que dans la convexité au sens de Hilbert, et j'essaie de finir parce que je veux vraiment faire autre chose la semaine prochaine, la convexité sur l'espace de Hilbert, on n'ait aucun souci, eh bien, c'est simplement qu'il suffit de prendre une variable aléatoire, vous avez x, y, vous prenez une variable aléatoire indépendante de x et de y.
Le segment que vous devez regarder pour comprendre la convexité de phi m étoile gt, c'est le segment qui va de x plus z à y plus z. C'est bien un segment au sens usuel du terme. Donc la convexité sur l'espace de Hilbert en jouant sur les variables aléatoires et en prenant une variable aléatoire gaussienne indépendante de x et de y vous démontre ceci instantanément. Et le fait que toutes ces conditions sont très différentes de la convexité linéaire est illustré, et je conclurai avec ceci, avec un exemple qui est l'intégrale de phi m. Alors phi, c'est vraiment pas une bonne idée, qui m, qui étant une fonction continue. Ça, c'est une fonction phi de m. Si je regarde cette fonction sur l'espace des mesures, c'est une fonction qui est linéaire. Donc en particulier convexe. Si je la regarde sur l'espace de Hilbert, c'est l'espérance de phi de x. Eh bien, cette convexité au sens 2, 3 ou 4, là, il se trouve qu'elles sont toutes équivalentes. Bon, 3 et 4, c'est toujours équivalent. C'est équivalent à dire que phi est convexe. Donc, vous voyez bien qu'on a tout changé lorsque l'on a pris c'est géodésique, là, les lignes droites dans l'espace des mesures. Linéarité, on est dans des situations tout à fait classiques. Dans le cas, et j'aurais pu prendre aussi l'intégrale de phi de xy, m de x, m de y, la convexité dans l'espace linéaire, c'est le côté positif du noyau. La convexité pour 2, 3 et 4, c'est dire que la fonction est doublement convexe en xy. Ça n'a rien à voir. Donc, ces notions de convexité et de monotonie sont extrêmement différentes. Vous voyez bien que là, c'est beaucoup plus non linéaire, entre guillemets. Si je prends maintenant des segments en x, je vais voir la convexité de phi de x. Donc, je vais maintenant effectivement conclure pour vous dire que voilà les relations entre les différentes notions de convexité, et que le fait que le transport, la régularisation par convolution, etc., ne fonctionne qu'avec ces deux notions de convexité explique pourquoi dans les MFG, on ne rencontre que ces deux notions fondamentalement, on ne rencontre que ces deux notions de convexité. Les deux jouant un rôle différent, une notion ici très forte qui va fonctionner de manière très générale pour les MFG, une notion qui est d'une certaine manière plus faible, pensée l'intégrale de phi dm, qui est la convexité ou la monotonie linéaire, qui va en particulier assurer de l'unicité sous des bonnes hypothèses, mais qui ne va permettre de trouver des bons résultats d'existence de solutions régulières que si on a des bruits indépendants. Il va falloir un peu d'ellipticité. Autrement, on a besoin de se taper des considérations un peu plus restrictives. Donc ces deux dernières phrases étaient vraiment pour les 2-3 experts dans l'assistance sur les MFG. Vous oubliez les MFG. Voilà quelques rapports entre les notions de convexité que j'ai essayé de clarifier pour vous. La semaine prochaine, on va faire je vais également faire du réchauffé. Et ce que je ferai une bonne partie du cours, ce sera de vous parler de derniers petits développements sur l'ergodicité, notamment l'ergodicité sans hypothèse de continuité. J'avais laissé un certain nombre de questions ouvertes en disant peut-être des systèmes dynamiques. La réponse oui, des systèmes dynamiques, et puis faire du non-linéaire. Donc ce sera la semaine prochaine. Peut-être je commencerai à aborder le vrai sujet du cours dès la semaine prochaine.